Vu qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de présenter toutes les études, on s'est dit que 4 thématiques, on va faire en petites courtes présentations en format Péchacoucha pour ceux qui savent ce que c'est. Et on va commencer avec Mao Vaucher, ingénieur études et de recherche et efficacité en visio. Donc bonjour à tous. Donc je travaille pour Efficacity, qui est un institut de R&D qui accompagne les acteurs dans la transition écologique des villes et des quartiers. Et je vais vous présenter l'évaluation environnementale qu'on a faite du quartier donc de Citadelle, du coup dans l'axe de confirmer les ambitions bas carbone du quartier. Via le logiciel UrbanPrint. Donc UrbanPrint, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel d'application de la méthodologie quartier énergie carbone qu'on a coécrite avec l'ADEME. Donc c'est la méthodologie nationale pour l'évaluation environnementale des quartiers. Elle peut être utilisée très en amont pour de l'aide à la décision, identifier des leviers non mobilisés, ou à des phases plus abouties pour justement confirmer les bonnes pratiques et la bonne performance des choix qui ont été menés, des choix d'aménagement. Donc c'est une évaluation en analyse cycle de vie, mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'indicateurs environnementaux qui peuvent être investigués. On va se concentrer aujourd'hui surtout sur le carbone et l'énergie. Et je vais directement passer aux résultats pour Citadelle. Donc comment on quantifie justement ces efforts d'aménagement et ces choix d'aménagement? On compare le projet qui est ici en hachuré à une référence nationale de pratiques d'aménagement, disons, business as usual, donc aucun effort environnemental. Et c'est vraiment dans le delta qu'on va voir si les choix qui ont été menés par les acteurs du projet ont pu être récompensés, disons, sur le volet carbone. Donc par exemple, si on traite les 6 thématiques du quartier, donc énergie, matériaux, eau, déchets, mobilité, chantier, on voit que sur l'énergie, donc on a un léger gain grâce au réseau de chaleur et à la production PV. Alors, le gain paraît minuscule, c'est que la référence est assez ambitieuse puisqu'elle est faite à partir de pompes à chaleur. Donc, on compare déjà avec des systèmes très efficaces. On a une réduction de à peu près 1/3 sur la partie matériaux grâce à l'introduction de matériaux mixtes et biosourcés, mais aussi grâce à la réduction des parkings en souterrain, qui est un grand gain sur l'infrastructure et là, les volumes de béton à couler. Le volet haut paraît important, mais c'est qu'il est comparé avec une moyenne nationale et donc reflète plutôt la contrainte territoriale qui est d'incinérer les bouts d'épuration plutôt que de faire de l'épandage. Donc c'est pas forcément un choix propre à Citadelle, et ça c'est plutôt une comparaison territoire national. Le compostage, le levier compostage permet de réduire, d'ailleurs on le voit presque plus, la partie hachurée, la partie déchets. Sur la partie mobilité, comme le disait Tali, c'est des leviers qui dépendent du comportement de chacun. Et donc c'est très difficile à évaluer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des leviers incitatifs. Et donc aujourd'hui, dans l'outil, c'est pas disponible, mais du coup c'est une photographie à l'instant T des mobilités qui est surestimé, mais qui donne un ordre de grandeur tout de même comparé aux autres contributeurs. Et enfin, sur le chantier, on a un gain de moins 64% grâce à la revégétalisation de certains espaces, leur réemploi de terre, le transport fluvial et encore une fois, la réduction des souterrains fait qu'il y a moins de terre excavée. Voilà, donc ça c'est les résultats qu'on a pu mener sur UrbanPrint. Il y a plein d'autres sorties, mais on va pas se concentrer, on va pas tout faire. Juste pour vous dire, en gros, que grâce à l'évaluation, la première évaluation en tout cas UrbanPrint, on a pu établir que le projet émettait 12,5% de moins qu'un projet business as usual en termes d'émissions carbone. Donc c'est une moyenne assez haute puisque la référence RE 2020 est déjà assez ambitieuse. Sur le score énergie, donc on voit qu'on émet presque moins d'1/3
en énergie primaire non renouvelable par rapport à la référence. Ça, c'est très important. C'est pour montrer que le réseau de chaleur, il a un grand gain sur la sobriété énergétique et la consommation d'énergie primaire, qui était moins visible et moins valorisable sur le carbone. Et ensuite, pour donner un autre type d'unité, vous avez aussi la réduction de l'empreinte à l'habitant, qui est presque réduite d'une tonne, en activant ici seulement des leviers donc techniques, comme le disait Thalie. Donc des leviers sur lesquels on peut calculer facilement l'incidence et la réduction du carbone. Mais ensuite, du coup, tout le reste des postes qui ne sont pas liés à l'aménagement sont, entre guillemets, irréductibles dans cette étude. Donc, c'est déjà un énorme gain à l'échelle de chaque usager. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé. Merci, merci. Voilà, vous avez le contact de Madame Vaucher qui n'a pas pu se déplacer. Si vous avez des questions, merci de les poser par mail. Merci Madame Vaucher. Et on va passer à Yannick Foll, qui est responsable domaine. Au revoir Madame Jean. Et Madame Chetzel, merci d'être venue. Alors, Yannick Foll, responsable domaine port, aéroport et logistique chez Sistra sur le transport fluvial. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de nous donner l'occasion de restituer de manière très synthétique les travaux qu'on a pu réaliser. Donc, nous, de notre côté, en fait, on a travaillé sur la chaîne d'approvisionnement du chantier et on a réfléchi dans un premier temps en gros à la structuration des flux par le mode fluvial. Et je vous présenterai les travaux qu'on est en train de réaliser dans une seconde phase. Donc la logique de la première étude était vraiment d'avoir un cadrage qui permettait d'évaluer en fait à la fois la faisabilité et puis l'impact qu'aurait l'approvisionnement via le mode fluvial. Donc on s'est concentré sur 4 types de matériaux, donc béton armé, structure bois, éléments de cloison et terre de végétalisation. On a déjà déterminé les volumes qui étaient engendrés par la phase chantier. Et puis on les a convertis en fait en termes d'approvisionnement fluvial, donc ce que ça pouvait représenter dans la logique des contraintes du fluvial, on va dire, et puis on l'a comparé à un approvisionnement routier plus classique. Donc on a regardé ce que ça représentait dans la chaîne logistique globale et puis le coût d'approvisionnement et l'impact en parallèle en termes d'évaluation environnementale. Donc ensuite, on allait de manière plus détaillée, filière par filière, en regardant effectivement quelles étaient les contraintes et quels étaient les atouts par filière de ce passage sur la logistique fluviale. On est ensuite rentré dans une logique de rédaction de notices de transport, c'est-à-dire que chaque matériau a un ensemble de contraintes dans son approvisionnement logistique. Ça peut être des contraintes liées au stockage, liées au type de manutention, liées à la régularité d'approvisionnement. Donc on a fait en sorte de cadrer la problématique pour chacun des matériaux. Et puis on est rentré dans une logique de comment on s'insère en fait dans les clauses et les cahiers de prescription. Les conclusions, je vais y passer assez rapidement, sont assez classiques. Comme vous le savez tous, le transport fluvial a vraiment une logique de massification. Donc il fallait qu'on ait à la fois une pertinence en termes de volume, de régularité et puis d'origine-destination pour le fluvial. On a vu qu'effectivement, il y avait des créneaux de pertinence pour chacun des types de matériaux, surtout ceux qui étaient massifiables. Et puis, il y avait quand même un enjeu qui était lié à l'accessibilité depuis un quai, puisque effectivement, la contrainte de rupture de charge est assez importante. Si effectivement il y a
un préacheminement qui s'y rajoute, ça complexifie les choses. Un des leviers clés était aussi le taux de remplissage des bateaux. Donc effectivement, il y a toute une réflexion à mener sur la rotation, sur les besoins de flux, les appels de volume et ainsi de suite, mais ça on y viendra par la suite. À l'échelle de l'Alsace, on a vu que sur nos aires de chalandise, de manière très moyennée sur chacun des flux, il y avait une pertinence à partir de 40 km de distance. Et on a effectivement, la logique était d'avoir un outil d'aide à la décision et de voir comment effectivement la puissance publique pouvait être en gros prescripteur et organisateur de ce type d'acheminement. On rentre dans une deuxième phase à la suite de cette première étude où on rentre vraiment de manière plus fine dans l'organisation du chantier et ce que ça induit en termes de fluvial. C'est-à-dire que, comme le disait Thalie, il y a tout un enjeu de calendrier, d'aménagement, d'organisation logistique des différents flux. Donc, les réflexions qui vont être menées seront autour de 3 axes. Déjà, l'organisation des flux, faire en sorte qu'il y ait déjà on va dire une coordination entre les différents lots et entre les différents acteurs, ce qui est quand même un enjeu très important, et que les interfaces entre chacun soient les plus fluides et les plus claires possibles, à la fois en termes d'organisation et puis en termes de contractualisation aussi. Faire en sorte qu'il y ait au maximum une mutualisation des moyens, qu'on ne se retrouve pas avec effectivement des doublons sur les engins de levage, par exemple, parce qu'il y a eu une mauvaise coordination entre les acteurs ou les lots. Faire en sorte de limiter les interfaces, c'est-à-dire que la logique est quand même d'éviter de déplacer les marchandises au plus proche, entre les différents lots, mais vraiment d'avoir une vision globale des interfaces. Et puis d'avoir des outils de pilotage opérationnels pour faire en sorte que chacun des intervenants puisse avoir une vision claire de comment il s'organise par rapport à la logique globale de l'organisation du chantier. L'axe 2, c'est d'avoir un retour d'expérience sur d'autres types de chantiers de ce genre. On voit que sur d'autres types de chantiers, c'est pas forcément évident. Donc, on va faire en sorte de valoriser les bonnes pratiques. Donc, dans ce cadre-là, on va réaliser des benchmarks et puis tirer parti des succès, voir quelles étaient les bonnes idées, comment les problématiques qui se posent sur Citadel ont été gérées. Donc, on n'aura pas forcément des exemples qui sont totalement comparables, mais par contre, on aura déjà des réflexions et puis des rex sur comment les problématiques ont été gérées. Et après, la logique globale s'il vous plaît. Oui. Je suis désolée, on est vraiment out de temps, on a déjà désolé. Et du coup, ok, sans désolée. problème. Donc, c'est une étude qui a été menée par Énergie Demain entre septembre et décembre 2023, avec 2 grandes phases. La première, c'était d'estimer le potentiel solaire sur le site. Et on a pu identifier le gisement. Et la seconde, c'était de voir quels sont les différents modes de valorisation de cette énergie pour favoriser une appropriation locale de la production. Donc, sur le premier volet, on a pu... oui, mais j'ai besoin de voir les slides aussi, mais je vais regarder de l'extérieur. Donc, on a pu identifier une puissance entre 874 et 1700 kW crête, c'est-à-dire, dans le premier cas, c'est le minimum imposé par le PLU, et c'est le minimum que devront installer les différents promoteurs. Et dans le second cas, c'est ce qu'on arrive à installer si on exploite l'ensemble des toitures, une fois qu'on a déduit les surfaces pour les équipements techniques, les accès et les toitures terrasses en R+2. Donc, ces installations peuvent permettre de couvrir jusqu'à 3/4 des besoins en électricité du quartier. Et l'enjeu, c'est de permettre aux futurs habitants de profiter de cette production
Donc, il y a aujourd'hui plusieurs modes de valorisation qui existent. Le premier, c'est le classique, c'est la vente directe sur le réseau, qui aujourd'hui est en désuétude avec la refonte des tarifs d'achat. Et on s'oriente de plus en plus vers l'autoconsommation, donc avec plusieurs différents modèles et niveaux d'autoconsommation. L'individuel, donc uniquement sur les communs du bâtiment, l'autoconsommation collective sur les logements des bâtiments, à l'échelle du bâtiment, et l'autoconsommation collective étendue, c'est-à-dire qu'on mutualise la production à l'échelle de plusieurs bâtiments. Donc pour faire de cette énergie finalement un bien commun. Et là, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au thème des assises, puisqu'on est dans le cadre du HOF des Assises européennes de l'énergie. Et soit dit en passant, le soleil est un bien commun, donc il n'y a pas de raison que l'énergie qu'on en extrait n'en soit pas non plus. C'est des watts crête, c'est la puissance maximale. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur l'intérêt de faire de l'autoconsommation collective, puisque je viens de le décrire déjà dans les grandes lignes. Concrètement, c'est pour faire profiter les habitants et les consommateurs localement de cette énergie locale et renouvelable. Et puis de leur offrir une garantie sur le long terme de prix, de stabilité, et donc de les rendre insensibles aux fluctuations des marchés et à la volatilité. Quant aux producteurs, ils ont un double intérêt puisqu'ils opèrent un investissement qui s'autofinance et ils valorisent leur production localement. Voici un exemple d'autoconsommation collective étendue à l'échelle de 4 bâtiments, où on a donc 2 bâtiments R+2 qui ne sont pas équipés et 2 bâtiments R+4 qui sont producteurs, et on mutualise la production. Et donc on voit qu'en hiver, on a un petit pic de production en jaune ici à droite qui est globalement absorbé par l'ensemble des consommateurs. Par contre, en été, on arrive à avoir des excédents de production qu'il faudra donc réfléchir vers l'ensemble des sites voisins. Et c'est pour ça qu'on en vient à l'autoconsommation collective étendue, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir dans un rayon de 2 km autour du site, ce qui nécessite comme interface une personne morale organisatrice. Et vous voyez que c'est un schéma assez compliqué. Et donc là-dessus, je ne vais pas m'appesantir non plus, puisque je n'ai que 3 minutes, et je crois que j'y suis déjà presque. Et donc, on a pu travailler pour simplifier au maximum ce modèle de la PMO, c'est-à-dire en travaillant en lien avec l'Agence du climat, pour que l'Agence du climat, qui est représentée ici et qui sera présente, donc on a 2 homologues de l'Agence du climat qui seront présentes pour répondre à vos questions aussi à la suite des tables rondes sur le sujet. Et donc là, l'Agence du climat sera la structure d'interface qui permettra d'éviter finalement de constituer ce véhicule juridique propre et de permettre aux adhérents aux opérations d'autoconsommation de participer et de même aux producteurs d'intégrer ces opérations voilà, pour avoir un schéma le plus simple possible. Pour les bailleurs sociaux, on a également une facilité de montage puisque eux, en tant que personnes morales, n'ont pas besoin de constituer une personne morale organisatrice. Donc il y a un souhait aussi d'expérimenter sur ce parc locatif. Et on pourra vous expliquer tout à l'heure, avec donc l'Agence du climat, en quoi nous sommes arrivés à un schéma simplifié par conventionnement et quels sont les outils de gestion qui sont proposés pour permettre de favoriser ce modèle-là. Merci beaucoup, Monsieur Duez. Alors, Madame Anaya Stopoulou. Bonjour de mon côté aussi. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je représente la société Blackleaf. C'est une start-up qui a commencé des CNRS au campus de Cronenbourg. Ça fait déjà 7 à 8 ans. Et là, on est basé sur Illkirch. Vous connaissez tous les contextes, du coup, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je veux juste donner l'emphase sur les problèmes.
Les problèmes dans ce secteur des constructions et plus particulièrement sur les secteurs des ciments, c'est que ça émet beaucoup de CO2. La source de CO2, c'est les clinkers, qui est le produit principal des ciments. Et il y a de fortes législations et des réglementations qui imposent la réduction de l'empreinte carbone. Et pour faire ça, les industriels, ils ont à remplacer les clinkers par des autres matériaux qui ont un plus faible impact carbone, mais tout en maintenant les propriétés mécaniques des produits finaux. Les graphènes est une solution parmi quelques autres. Les graphènes est un produit, un matériau à base carbone avec des propriétés uniques par rapport à la mécanique, la conductivité thermique et électrique, et peut être utilisé comme un dopant pour améliorer les propriétés sur certaines matrices. C'était démontré récemment que les graphènes peuvent être ajoutés dans les bétons pour renforcer les résistances mécaniques. Et chez Blackleaf, l'intérêt, c'est que nous, on suit un procédé pour produire les graphènes qui est éco-responsable. C'est très facile à être industrialisable dans des plus grands volumes et c'est aussi produit localement. Pour ça, c'était une motivation de faire une synergie entre l'Eurométropole de Strasbourg et Blackleaf pour ces projets-là. Les essais qu'on a faits, c'était tout d'abord sur les essais des mortiers. C'est des essais sur un petit volume. Les essais ils étaient réalisés à l'IUT Robert Schuman et plus spécifiquement le département des génies civils et construction durable. Les résultats pour la première phase, ils ont montré qu'on a pu atteindre jusqu'à 400%. 34% sur la compression et jusqu'à 38% sur la flexion, avec un dopage de 0,04% qui est à peu près 400 grammes pour un tonne de ciment. Ces résultats, ils étaient parmi, on a investigué la taille des particules, des graphènes, la nature, des différents dosages. Et à la fin de cette phase, on a pu retenir l'additif qui a donné les résultats les plus optimaux pour la compression, parce que c'est ça la propriété cruciale pour les secteurs des ciments. Et ensuite, on a pu continuer sur les essais sur béton. C'était un peu plus grand les volumes dans ces cas-là. Et cette étude, on a essayé d'investiguer qu'est-ce que ça va se passer si on allait réduire 10% des clinkers. En ajoutant à peu près 0,04% des FLG, des graphènes du coup. On a vu qu'à la fin, les bétons substitués, il a pu maintenir la flexion, mais pas la compression. Et ça, la flexion, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça peut réduire les fissures et ensuite améliorer la durabilité. Mais comme Tali Marx a dit avant, c'est une étude prématurisée, du coup on n'a pas pu se permettre de faire un démonstrateur. Par contre, ce projet nous a aidé à collaborer avec l'IUT, nous a permis aussi de valider quelques hypothèses, d'élargir notre spectre d'activités. Et on a eu l'occasion de collaborer avec d'autres industriels au privé pour qu'on explore plus ces thématiques, pour qu'on aussi fait des autres tests qui nous a permis d'avoir beaucoup plus des améliorations pour pouvoir justifier que le graphène peut être utilisé comme un matériau qui pourra substituer les clinkers et du coup décarboner l'industrie des bétons. Merci beaucoup.